Bon, bonjour à tous les amis, c'est encore moi Kevin, auteur du blog Le Japon noir et blanc. Aujourd'hui avec une légende, un pionnier dans le domaine. Bonjour tout le monde, voilà Patrick, je m'introduis comme le pionnier, je sais pas de quoi on parle déjà. Mais, meilleur dans le domaine, je sais pas encore de quoi je suis meilleur, mais quand même voilà, c'est déjà une grosse opportunité pour moi et aussi un gros merci Kevin de m'avoir comme invité. Et j'espère qu'aujourd'hui on en parlera beaucoup. Exactement. Voilà, avec 20 ans d'expérience à Tokyo, je pense que... 20 ans? Ouais, ça va. Ok. 21 ans déjà. 21 ans les gars, vous avez entendu? 21 ans, ça fait depuis 21 ans qu'il est au Japon. Je pense pas avoir vu des vidéos sur le YouTube, en tout cas sur le YouTube Game français, de personnes qui vivent aussi longtemps au Japon. 21 ans, franchement, t'as dû en vivre des choses, je pense. Ouais, je suis arrivé ici tout gosse, adolescent et innocent et tout. Donc voilà, j'espère que voilà, la communauté aura beaucoup de mes expériences à apprendre. Et, allez, let's get it on. Ok. Donc, dis-moi, c'est quand la première fois que tu es venu au Japon? La toute première fois, en fait, c'était lors d'un séminaire de karaté. J'avais encore 15 ans d'âge. Voilà, j'ai voyagé de Marseille pour la France parce que mon professeur de karaté, c'était un japonais qui m'a donné des petits contacts où je pouvais joindre un séminaire de karaté. Voilà, c'était un séminaire en fait, qui faisait 2 semaines, mais j'ai fait 1 semaine en fait parce qu'il y avait l'école, il y avait tout. Voilà, ça c'était la toute première fois. T'as 15 ans? On parle de 1995. 1995. Je sais que la plupart de vous étiez même pas nés. Même moi, j'étais jeune en 95. Arrête, j'ai fait 40 ans déjà. 40 ans. Oh là là. Bon, donc, là, t'as dit de Marseille. Mais tu t'es né où? T'es né à Marseille ou t'es né au Pays? Non, je suis né au Cameroun. Douala, all day baby. Ok. Douala, Cameroun. T'es né au Cameroun. Donc, qu'est-ce qui t'a amené de la France? En fait, tu as fait la France, Japon. Non, mes parents travaillaient entre le Cameroun et la France, ce qui fait que j'ai eu l'opportunité de visiter la France quelques fois. Et puis voilà, c'est là où je me suis mis à fond dans le karaté. Je n'avais pas déjà mentionné que je vis au Japon par rapport au karaté. Donc voilà, donc mes parents m'ont donné l'opportunité de visiter la France plusieurs fois, où j'ai fait des études, et pas plus de 2-3 ans, je crois de 2 à 3 ans. Et comme ça, voilà, 2015, j'ai fait la première visite au Japon. Et voilà, je me plais tellement. Non, tu veux dire 95, la première. Oui, 95, la première. Ouais, 95, la première. Ouais, 1995, première visite. Et comme ça avait toujours été mon rêve de travailler dans un dojo, de m'entraîner au Japon, parce que là, c'était mon rêve, j'étais fou de karaté, c'était vraiment la folie. Et voilà, je viens pour une première fois, je me dis non, voilà, je devais être né ici. Mais à 15 ans quand même, t'es allé au Japon, c'était comment à 15 ans? Ça devait être fou. En 80, en plus, t'avais pas d'étrangers, t'avais pas noir, t'avais pas d'un... Il y en avait. Tu devais être comme une star, non? Dans le karaté, il y en avait, j'étais presque le seul au séminaire. C'était un petit séminaire quand même. C'était un petit séminaire à Okinawa, c'était un petit séminaire. Il n'y avait pas d'étrangers, il y avait quelques Européens. J'étais le seul black pratiquement. Voilà, c'est là où je me suis vraiment plu et je me suis dit, voilà, ma vie, moi, je vais la faire au Japon. C'est là où j'ai eu... À 15 ans, tu t'avais compris direct? Tu voulais faire ta vie au Japon? J'avais déjà compris que voilà, c'est là où je devais être né en fait. Ah oui, carrément. En fait, même la France c'était bien pour toi. La France c'était bien. Surtout, mais t'as préféré moi le Japon? je vivais comme un karatéka déjà. Ok. Dans ma tête c'était le karaté, c'était karaté 24/24, c'était l'Asie. Je passais mon temps à regarder quel truc de karaté, des dojos japonais, comment ça fonctionne. Bien vrai, je comprenais rien, je parlais pas japonais. Mais tu t'en foutais, tu regardais. Ouais, c'était tout juste l'effet du karaté.
Putain. Et c'est dingue. Ça, vous écoutez les gars, depuis 15 ans, ils savaient, même avant même 15 ans, ils savaient ce qu'ils voulaient faire. Ils savaient qu'ils voulaient vivre sa vie au Japon. Ils savaient que. Et sa détermination, franchement, ça l'a amené loin. Mais là, tu vas nous expliquer un peu. Donc, après 15 ans, tu vas au séminaire, tu reviens en France. C'était, dans ta tête, c'était quoi? Ouais, je suis revenu en France et après un an, il fallait que je rentre au Cameroun parce que bon, il y a des petites complications avec la famille en France et tout, les visas et tout. Donc, je rentre au Cameroun. Bon, voilà, comme j'avais déjà testé, j'avais déjà le goût. Et voilà, j'ai mis comme ça, couteau. Ah ouais? À tes parents? C'est le Japon, rien du tout. Ah ouais? Ouais, je suis rentré à l'université, je suis à l'université de Chang en fait. C'est une ville du Cameroun en fait. Où j'ai arrêté à l'âge de 19 ans. C'est ma première année, j'ai fait qu'une seule année. Parce que ma maman, elle a tout fait. Elle a dit que voilà, c'est ce que tu veux faire. On va se battre pour que tu. Moi, j'étais déjà maître de karaté parce que j'étais ceinture noire en Wado-ryo. T'étais déjà ceinture noire à 19 ans déjà? Putain, c'est ouf. Donc, je débarque au Japon 2001. 2001. Putain. En tant que Ushideshi. Ça s'appelle Ushideshi, c'est quoi? C'est le même statut comme les sumo. Les sumo wrestlers et tout. Donc, je débarque. C'était dans une île à Okinawa où je devais faire du karaté pour 3 ans. Putain. Et graduer. C'est un film, la vérité. On dirait pas, les gars, mais c'est un truc de ouf. Franchement, il devrait faire un film sur ta vie. Hein. En vrai, c'est un truc de ouf. Franchement. Franchement, c'est un truc de ouf. T'es arrivé en 2001, t'es à Okinawa pour 3 ans en mode vrai karatéka. T'as été enseigné auprès des grands maîtres japonais. Ouais. Et quand t'arrivais à Okinawa, par contre, tu parlais pas japonais là? Non, rien du tout. Je suis arrivé zéro japonais. J'avais encore cette idée-là que les japonais étaient tous des samouraïs. Je devais rencontrer des ninjas. Je disais à mes gars, dès que j'arrive, j'ai fait des photos avec des ninjas. Voilà, c'est tu. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet en plus. Il n'y avait même pas Internet. Tu pouvais pas savoir si c'était vrai ou quoi. L'image que j'avais du Japon, c'était l'image regardée dans les films. Donc je savais que dès que j'arrive là, je cherche où est-ce que je peux. Je me fais un ami ninja, je me fais un ami samouraï et puis il me montre tous les petits secrets. Voilà. C'était ouf. Et déjà, tu sais, dans le temps, tu arrives à Narita, tu vois tout le monde en veste, t-shirt et tout. Voilà, c'est une question. Mais pourquoi encore? Il va falloir que je travaille, je voyage encore. Mais néanmoins, quand je suis arrivé à Okinawa, voilà, j'étais au dojo où on parlait karaté 24/24, où j'étais le seul blanc à faire dans ce dojo en tant que il y avait un anglais. Au début, quand il te parlait, tu comprenais ou tu comprenais rien? Mais à force. Rien du tout. C'est que en karaté, c'est. Ce qui m'a donné le courage, c'est quoi? C'est que en karaté, je savais les postures, c'est la même chose en France. Si on dit Maegeri, ça veut dire. Je dis, je suis Maegeri. Il a dit Maegeri lui. Il parlait, il expliquait en japonais. Mais les prononciations, les postures, des waza et tout, c'était en karaté. C'était en karaté. Alors, on appelle ça parler karatéka. C'est des choses que j'ai fait toute la vie. Donc tu comprenais. Donc quand il disait Seigenzuki, je savais ce que je devais faire. Voilà, ce qui fait que l'entraînement était toujours pas de problème, il n'y avait pas de problème. Mais les petites explications, par exemple, au moment de modifier ma posture, de modifier ma position, les bras et tout, bon, je ne comprenais rien. Mais il fallait qu'il touche et qu'il tourne sur le poignet et tout pour montrer. Voilà, c'était un stress terrible parce que, voilà, quand tu vis dans un milieu où tu ne comprends pas, tu ne sais pas ce qui parle, quand ça ne te concerne pas, et tout. Et pourquoi est-ce que j'étais mis, voilà, à l'amour du karaté. Putain. Et au début, je pense que tu as dû avoir des anecdotes de fou, je pense. Qu'est-ce qui t'a... je pense, mais on va, parce que je suis sûr et certain que tu en as trop. Sélectionne-en une. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus pendant ces 3 ans à Okinawa? L'anecdote. C'est sûr et certain qu'il y a un truc qui a dû vraiment te marquer Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Voilà, c'est une très belle question parce que, voilà, en fait, j'ai pas fait 3 ans. Je suis arrivé pour 3 ans. Dans mon programme, j'ai fait 3 ans parce que le grand maître, il est décédé après 6 mois que j'arrive. Et ce qui se passe, c'est que le maître, le Shihan Dai, comme ça, c'est lui qui devait le succéder, il n'était pas concerné karaté 100%. Il avait un travail, il était fonctionnaire, ce qui fait qu'il ne faisait karaté qu'on ne peut pas attendre. Donc il me dit, voilà, le grand maître, il n'est plus et que je ne peux pas m'occuper de vous comme il se faut. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté Okinawa après 6 mois, pour Saitama. Saitama. Donc, ils m'ont trouvé un dojo
qui ne devait être plus que Ryukyu karaté. Parce que je faisais d'abord au départ, c'était du Ryukyu karaté. Karaté originaire d'Okinawa. Ouais. Et lui, le successeur du grand maître, il avait des contacts à Saitama qui faisait plus de Kyokushin karaté. Ouais. Il dit voilà, si ça ne vous arrange pas, si ça ne vous dérange pas de faire Kyokushin, je peux vous trouver des contacts à Tokyo où vous allez faire Kyokushin. Donc ce qui fait que je débarque à Saitama. Ça devait être, c'était le 6 février 2002. Je débarque à Saitama dans un dojo de Kyokushin. Voilà. Donc j'ai pas fait 3 ans à Okinawa en fait. Ouais. Je suis allé plusieurs fois juste pour les rendre visite. Mais... Ok. Ouais. Putain, c'est ouf. Donc après, là, tu arrives à Saitama. Ouais. Saitama, là, comment ça se passe après? Voilà, j'arrive à Saitama, donc voilà, je me retrouve au ceinture blanche parce que c'est une nouvelle discipline. Ah ouais, ceinture blanche, ça t'a pas fait mal un peu? Ah ouais, ça. Surtout que toi, même au Cameroun, même en France, c'était ceinture noire. Ouais, j'avais été ceinture noire pour 6 ans presque déjà, et puis je me retrouve au ceinture blanche, mais c'était normal parce que c'était une nouvelle discipline et tout. Ouais. Et puis c'était un nouveau règlement, j'ai eu des petits problèmes, j'ai pas pu m'entraîner près de 6 mois, j'ai pas pu m'entraîner parce qu'il fallait faire tous ces paperwork, il fallait refaire mon entrée au Japon. Oh, carrément. J'ai pas travaillé, ce qui fait que la ceinture blanche n'était même pas là mon problème. Ouais. Le plus important c'était de pouvoir continuer. Exactement. Voilà. Exactement. Donc c'était choquant quand même, mais. Mais à ce stade-là, tu commençais quand même à un peu comprendre ce qui se passait. Ouais, après j'avais déjà, parce que j'avais pas vu d'étranger. Ouais, t'avais pas vu d'étranger pendant les 6 mois que j'ai passé, on était dans une île, ça veut dire que tu arrives à Okinawa, on prend le bateau pour une autre île. Une autre île encore. Putain, c'était ouf. Ouais, c'était ouf, c'était. Ouais, mais tu devais kiffer quand même, tu devais être comme dans les films et tout. Ouais, je me disais, vous regardez Jackie Chan, c'est cette vie que j'ai vue là, on est quelque part là, on a d'une île. C'était quel film qu'il y avait à l'époque en plus, qui avait avec Van Damme? Je sais pas, non, c'était. Van Damme a fait beaucoup de trucs comme ça. Beaucoup de trucs, il y avait un film, je crois, de Karate Kid. Ils allaient aussi à Okinawa ou un truc comme ça, c'était ça. Exactement. Putain, ça devait être ouf quand même. Ah ouais, c'était un truc. En même temps, c'était normal, c'était un combat de tous les jours. Ouais. Mais quand j'ai fait un feedback, je me dis que. Voilà, c'était ouf, prendre le bateau, t'arrives et t'avais pas vu d'étranger. Donc quand t'arrives à Saitama, t'as commencé directement. Et puis Saitama, c'est le fief. Hein. Ouais. Je vois des. Oh mon gars, je vais te raconter le truc. Ouais. Je me rappelle ma première nuit à Roppongi. Ouais. T'as eu des renois et tout, t'étais choqué. Oh, mais le mec qui m'a Roppongi, il a ri toute la nuit. Ouais. Il dit, mais t'es sûr, on est encore au Japon là. Il me dit, comment on est arrivé en train là, c'est dans notre pays. Ouais. Là, c'est Roppongi le mec. Il y a une grande rue, une avenue. Ouais. Il n'y avait que des blagues dans la rue. Putain. Et il dit, mais c'est pas de voilà, by night là. Il me dit, non, c'est Roppongi. Ouais. Putain, ça devait être ouf. Ça devait faire 1 an déjà. Ouais. Et puis, je me rends compte qu'il y avait des Noirs. Et le truc d'ouf, c'est que quoi, ils étaient tous fluents en japonais. Ouais, mais c'est vrai ils étaient tous chauds. Ah ouais. Donc tu t'es dit, ah bah en fait, les Noirs aussi, on peut parler japonais. Oui, parce que je me dit, ça faisait weirdo de parler japonais. Mais je ne trouvais jamais pas japonais. C'est vrai que je comprenais déjà, mais je ne faisais pas d'effort à parler comme si je me sentais vraiment. C'est vrai, ça c'est intéressant ce qu'il raconte, parce que moi, ça me fait penser aussi la première fois quand je suis venu au Japon. Moi, je me dis, les Noirs, on peut pas parler bon japonais. Et je suis allé à Osaka. Tu connais Osaka? Je suis allé à Namba. Et j'ai vu des Noirs qui étaient fluents en japonais. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Donc, si eux, ils peuvent, moi, je peux. Donc, je suis rentré chez moi, j'ai commencé à bosser à fond. Ouais, c'est vrai. C'est un truc d'ouf parce que quand tu es cloué dans un endroit où tu peux parler que la langue de ces pays, voilà, ça arrive, tu comprends, tu attrapes les mots, tu sais ce que ça veut dire. Mais parler de toi-même, tu n'as pas ce courage là, parce que je t'ai toujours dit, non, c'est pas possible. Parce que j'ai pas encore vu quelqu'un, un étranger qui tu n'as pas encore vu un étranger qui parlait japonais, ouais. Donc, surtout qu'à l'époque, c'était rare. C'était très rare. Hein. Ma première nuit à Roppongi, ça m'a donné un bon coup de pouce. J'ai vu des frères Camerounais, Nigériens, Sénégalais, Ivoiriens. Il me dit, ouais, le frère, ça va, tu viens d'où là? Et ils étaient tous fluents. Et ils parlaient japonais, ils disaient, oh, kawaii, ne. C'est comme ça qu'ils. Voilà, je me suis dit, mais non, s'ils le font, pourquoi pas moi? Voilà, ça m'a donné un gros coup de poudre et je me suis dit, voilà, il va falloir que je parle japonais. Exactement. Et comme j'étais avec les japonais tous les jours, c'est arrivé très facilement. Très facilement. C'est intéressant, mais ça c'est bien ce que je dis. Moi, c'est toujours ce que j'ai envie de montrer. En fait, quand je vois quelqu'un, par exemple, qui me ressemble et tout ça, qui réussit, moi je me dis pas, je suis pas jaloux en fait. Hein. Toi, t'avais pas de jalousie quand tu avais. C'est une motivation. C'est une motivation en fait, c'est une motivation. C'est pour ça que j'aime bien faire ce genre d'interview, parce que peut-être les gens, quand ils vont voir ton interview, vont se dire, t'as vu, il est parti, il était à fond dans le karaté, il est parti, c'est une motivation en fait. C'est pas de la jalousie et tout ça. C'est dingue. Et donc après Saitama, comment t'as fait pour redevenir ceinture noire?
Ah ouais, bon, j'ai juste travaillé, j'ai bossé mon cul très dur. Et le plus important, c'est quoi? C'est quand tu as la passion pour quelque chose. Je suis arrivé pour un but. Ouais. C'était. J'avais déjà ce rêve-là de devenir champion du monde de karaté. Voilà, quand j'ai. Et il est bien vrai, le karaté à Okinawa, c'était un peu l'image des films. Voilà, je vivais encore ce rêve de maturité où je trouve l'acteur, il va dans une île, il travaille, et puis il gagne un combat, et il est superstar. J'avais encore cette idée-là. Ouais. Voilà, directement, ça change au Kyokushin. Et je me rappelle ma première année de Kyokushin, pour la première fois, il y a un Brésilien qui remporte le championnat mondial, Francisco Filho. Mon maître m'a amené, j'étais là, j'étais présent. Ouais, et là tu t'es dit, si voilà, un étranger peut le faire, moi je peux le faire aussi. Francisco Filho est champion du monde de karaté. Crois pas moi. Voilà, j'attrape le rêve de champion du monde. Et puis je me suis mis au travail. Donc il fallait d'abord que je fasse des championnats provinciaux, départementaux, des trucs inter-dojo. Et voilà, directement, comme c'était à Saitama, voilà, dans les années 2000, partout où j'allais, tout le monde connaissait. Ouais, mais c'est sûr et certain, tout le monde te connaissait. Ouais. Afrique et tout. Voilà, c'était comme ça, beaucoup de motivation pour moi. Donc j'ai eu la ceinture noire en karaté, Kyokushin, je l'ai eu 3 ans après. Parce que comme j'avais déjà toute la base, et c'était du karaté en fait. Ouais, c'était du karaté, ouais. Donc ce qui fait que j'ai sauté beaucoup. J'ai fait ceinture verte, ceinture marron, puis ceinture noire. Putain, et ça c'est fou les gars, si vous écoutez bien. Tu vois, même si il est parti il avait déjà sa ceinture noire. Il voulait vraiment rester au Japon, tu voulais vraiment rester au Japon. On t'a demandé de changer un peu ton style, bah t'as changé, t'as tout fait. Franchement, c'est. En plus, après, t'as réussi à repasser ta ceinture noire. Donc là moi j'ai vu ton site internet, t'as un palmarès quand même assez impressionnant quand même. Et puis, c'est juste une partie, parce que. Ouais, il n'y a qu'une partie. J'ai juste mis le headline. Ouais, t'as juste mis le headline. Des grandes compétitions, des trucs reconnus. Ouais, ok. Si tu viens dans mon dojo, j'aurai le temps de t'introduire à mon dojo. Ok. J'ai tout un mur là. Bon, ok, bon les gars, vous avez compris. Si vous voulez qu'on aille dans son dojo, écrivez-le en commentaire, faites notre vidéo dans le dojo et on fera une autre vidéo dans le dojo. J'aurai le temps de vous introduire mon grand-mère. Il y a des mecs qui ne parlent pas français, mais je pourrais traduire ce qu'il dira. Voilà, on va faire ça en japonais. Ok, ça c'est super, franchement c'est un truc de fou. Bon, on va passer la partie karaté parce que ça on va refaire peut-être une autre vidéo dessus. Et par contre, avec tes skills, parce que tu as un style de combattant, on t'a jamais proposé des rôles dans des films ou dans Fugan, dans les trucs à la télé ou des trucs comme ça, non? Ah ouais. Ou c'était pas trop ton style? Ouais, non, c'est pas que c'était pas mon style. S'il y avait eu une opportunité pour la cinématographie, j'aurais bien voulu faire la ciné, mais au Japon, il y a un problème. C'est que, il est bien vrai, je suis inscrit dans une agence de modeling. Ouais, bon, la plupart du temps, les rôles ne sont pas du genre. Il est bien vrai, il y a des frères, il y a des blagues qui font n'importe quoi. J'ai travaillé trop dur. Ouais. Pour là où je suis. Pour faire des rôles de clown. Voilà. Je c'est bien ce que je me dis. On me prenne pour me faire dénigrer ma race, ou bien pour me faire. Il y a des trucs que je n'accepte pas. Il y a eu des propositions, mais quand tu me donnes le rôle d'aller violer, et puis je vais être criminel, et puis je serai le mec qui a assassiné, et puis il y a des rôles comme ça que, même si c'est drama, bien payé, même si c'est bien payé, tu le fais pas. C'est bien payé, moi non, je suis pas là. Je représente une race que je sais, les gens, je suis pas sûr que les gens me regardent comme un rôle modèle, mais je sais que j'ai une race à sauver. Ouais. Ce qui fait que si je suis en Amérique, c'est différent. Ouais, moi au Japon, non. Alors, si je suis en Amérique, je sais que c'est la société, elle est comme ça. Bon, il va falloir que je ramasse d'abord la saleté pour me retrouver quelque part. Donc, des trucs de télé où il va falloir que ça ne présente qu'à la télé, où je vais être violeur, où je vais être trafiquant de drogue, des rôles comme ça, je n'aime pas. Bien au contraire, j'ai eu des rôles que j'ai joués qui me font encore vraiment chaud au cœur. Ouais. J'ai représenté Patrick Tael dans Biohazard. Ouais, Resident Evil. Resident Evil, ça c'est bien ça. PlayStation. Ouais, PlayStation, c'est super. Ouais, c'est un game qui est encore vraiment au top pour le moment. Ouais, Resident Evil, Ça a été releasé juste l'année passée, c'était le mars 2000. Putain, ouais, c'était mars 2000. Des rôles comme ça que j'ai joué, où j'ai représenté Goro Dojin,
Des rôles où, dans les films, non, mais dans les dramas, il y avait des dramas où j'étais bodyguard, il y avait des dramas où je devais être coaching pour un pro boxeur. Ouais. Et puis il y a aussi des publicités. La publicité. Ouais. J'ai un caractère sportif, j'en ai fait beaucoup. Ouais. Mais c'est parce que tu as choisi. Après, il y a des trucs vraiment que tu as refusé. Mais ça, c'est intéressant. Moi, j'aime bien ça parce que c'est vrai qu'ils se respectent. Ils se respectent parce que c'est vrai que de nos jours, même en France, hein, des fois, je vois des gens, ils font des rôles. Ils dénigrent leur race, ils dénigrent leur communauté. Moi, je trouve que c'est mal. Surtout qu'au Japon, en plus, t'es comme un exemple. Si tu joues le rôle de clown, les Japonais ne vont pas nous respecter. Donc, franchement, c'est intéressant. Déjà qu'avec mon expérience vécue, je ne te coupe pas la parole, je sais l'image qu'ils ont de l'homme noir, et surtout de l'homme africain. Et je n'aimerais pas supporter vraiment cela. Donc, prototype, ouais, bien, mais encore, on a des valeurs. Ouais. Mais c'est une question de choix aussi parce que c'est pas mon boulot en fait. Je suis pas acteur du genre. Ouais, je vis pas, tu vois. Non, t'as raison. La vie derrière les caméras et tout. Oui, c'est clair. C'est clair. Parce que je me disais bien qu'avec ton physique et tout ça, des propositions, t'as dû en avoir des milliers. Surtout à chaque fois à la télé, ils doivent venir. Il y en a. Il y en a, mais c'est à prendre ou à laisser. C'est à prendre ou à laisser, exactement. Franchement, c'est intéressant par rapport à ça. Franchement. Donc maintenant, là, pour ceux qui ne savent pas, là, on est dans sa salle en fait. Dans sa salle privée. Voilà. Tu peux nous expliquer un peu maintenant ce que tu fais? En fait, je suis PT, personal trainer, comme on le dit, fitness trainer. Ouais, comme quelqu'un m'a dit, on est dans ma salle, c'est à Shibuya, c'est au cœur de Shibuya. Au cœur de Shibuya, ouais. Donc, j'ai ouvert cette salle, ça va faire 4 ans déjà, 2018. Donc, ici, ce que j'ai fait la plupart du temps, je transforme le physique des clients, je les motive à prendre un step forward sur le fitness. Et voilà. Bon, il est bien vrai, ça n'allait pas très mal jusqu'avant le Corona et tout. Mais quand même, on tient le coup. Quel coup. Ça, c'est intéressant, ça. Ouais, là j'ai pas mal de questions. Là, parce qu'on va partir sur la partie intéressante, j'ai pas mal de questions. Vu que je savais très bien que ça, c'est un sujet vraiment qui m'intéresse et je pense que tu connais vraiment. Qu'est-ce que pensent les Japonais Attends, non, je vais pas faire ça déjà. Non, je vais pas passer sur ça. On va continuer sur le truc. D'où t'es venue l'idée en fait de faire ta salle? Tes propres. Ouais, ça va d'abord commencer sur le fait où pourquoi est-ce que je suis passé de karaté à fitness trainer. Oui, exactement, déjà. Bon, comme je le disais tantôt, mon rêve est de devenir champion du monde. Où est-ce qu'il est passé? Voilà, il s'est écroulé, c'était en 2013, quand je participe à mon 3e championnat du monde, c'était en Bulgarie. J'ai une photo de moi là. Je pense que Ou tu me l'enverras, je la mettrai. Je sais pas si c'est en numérique. Ouais, mais c'est bien. Ça, c'était Bulgarie 2013 à Sofia. Championnat du monde. Championnat du monde. C'était le premier championnat de Kyokushin qui a regroupé, parce que le Kyokushin, depuis que le grand maître, le créateur du Kyokushin karaté, il est décédé, le karaté Kyokushin a été divisé en plusieurs catégories. Je ne peux pas dire catégories, en plusieurs branches. Donc c'est le premier championnat du monde qui a regroupé 80% des styles de Kyokushin. Donc c'est le premier et voilà, j'ai eu la chance, j'ai eu l'opportunité de participer. Donc directement, ça c'était mon dernier championnat du monde. Parce que après ça, quand je me préparais pour le championnat national du Japon de 2016, voilà, j'ai eu une déchirure de mon tendon d'Achille. Et puis c'était vraiment grave, parce que c'était très proche de mon talon. Et avec toute la masse musculaire, on ne pouvait pas laisser repérer ça comme ça. Les gens m'ont dit il va falloir qu'on t'opère. Il va falloir qu'il coupe là et puis ils vont me sceller ça. Et puis ça va s'arranger. Donc j'ai gardé ma jambe pendant près de 3 mois. 3 mois comme ça? Oui. J'ai fait la chirurgie et puis la réhab. Voilà, c'est là où le problème commence, la réhab. Comme mon pied il était venu tout mince et tout, et puis comme j'ai été resté dans le placard, parce qu'il va falloir qu'ils immobilisent mon t'avais un plâtre? Oui, j'avais un plâtre avec mon talon, mon tendon, mon coude, mon tendon d'Achille et puis mon genou immobilisé pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Voilà, pour remettre ça en forme, il aurait fallu que ça prenne du temps. On m'a dit ça va faire 3 ans. Donc j'étais hors tatami, je devais être hors tatami pour 3 ans. Et voilà, je me dis,
toute une vie au karaté. Et on me dit 3 ans sans karaté, ça veut dire que tout est fini. Ouais. Il n'y avait rien à faire. Putain. Et il devait falloir que je reste vraiment sous les consignes de docteur et tout, parce que ça faisait vraiment mal. Voilà, comme ça, comme j'étais en santé, et puis j'avais mes bras et tout, je m'inscris dans une salle de sport. Et je commence à faire la muscu. Que le haut au début, ta jambe? Ouais, parce que je ne pouvais pas travailler les jambes. Ok. Je ne pouvais pas travailler les jambes, c'était impossible. Ouais. Donc j'arrive dans une salle de sport, je me rappelle ma première séance. Ouais. Ça, si je parle de 2016. Ouais. 2016, ta première séance de muscu? Ouais, au Japon, ça faisait déjà près de... Bah, avant, t'étais comment? Comme moi? Non. Non, t'étais déjà Bon, j'ai costaud. toujours été un costaud. J'étais toutes les compétitions karaté. Ah oui, que j'ai après, fait, karaté, on m'avait tu toujours vois. appelé le bodybuilder. Ah ouais, carrément. Ouais. Putain. On dit le gars, le bodybuilder, Ouais, alors ouais. que je faisais pas bodybuilding. Ouais. Donc je commence comme ça. Je dis voilà, il faut la musculature. Au moins, je pouvais plus faire des bonds, je pouvais pas faire des squats, je pouvais pas utiliser mes jambes. Ouais. Et puis je me rappelle ma première séance dans une salle de sport. Il y a 2 mecs japonais qui me disent tu prépares quel championnat là? Oh, il pensait que tu préparais une compétition de bodybuilding. Il dit de quoi vous parlez? Il dit tu muscles non? J'ai dit ouais, je suis là pour muscler. Il dit mais c'est quand le show? Il dit non, c'est pas le show. C'est ouf. Je suis karatéka moi. Ils me disent non, tu dois faire best body. Nous on fait best body. Ah. Ils me disent nous c'est best body Japon. Ouais. Il dit c'est quoi ça best body? Parce que je ne savais rien de bodybuilding. Donc Ouais. là, Ah, tu t'en foutais? moi je savais que je mode le cul là. Bah, carrément. Mais ça c'est les mentalités à l'ancienne, ça, Ouais. les gars. Parce que maintenant, les jeunes, ils font de la muscu pour paraître beau. Exact. Toi, tu t'en foutais. Non, T'étais non, costaud non, naturellement. ouais. Tu voulais taper les gens, c'est tout. Pas que je tape les Non, gens, mais tu veux, dans les règles de l'art, tu voulais botter le pied aux gens. Dans les règles Je de savais l'art. que si j'encaisse, je rends et tout. Voilà. Il dit non, on fait best body et ça peut t'aller très bien. Hein. Ah ouais? Je dis ok, je vais y penser. Je rentre, je vais sur mon coach, je tape best body. Je vois ces mecs qui sortent avec des culottes de plage là. Ouais. Tu dis non? Avec des abdos et tout. Je dis Ouais. mais c'est beau ça. Je dis mais je regarde mes abdos, je dis que mais j'ai des abdos. Ouais. Et puis j'ai des bras, j'ai tout. Mais ces mecs-là, ils sont champions. Voilà, je commence comme ça à m'intéresser. Et puis je rentre dans la salle, je contacte les mecs, ils m'ont donné des infos. Ouais. On était pratiquement en mars 2016. J'ai fait mon premier staging, c'était août 2016. Attends. C'est-à-dire en mars, t'as commencé la muscu en mars. Ouais. Et attends, et ils t'ont dit, tu participes à la compétition en août. À Nol. Et c'était la première fois que t'allais dans une La salle. première fois que, ouais. Mais avant, tu faisais quoi? Au Non, dojo, quoi. Au dojo, on avait. tu on fais un faisait- peu de pompe. On faisait des pompes, on avait Ouais, des un peu. haltères, on faisait. C'est un muscu chaque naturel. haltère, on faisait- Ouais. on Le faisait muscu des- au poids de corps. On faisait les 1000 squats, les 1000 pompes, à Ouais. l'ancienne, comme dans le karaté. Putain. Donc, et puis, les gars me disent il faut juste que tu réduises ton taux de graisse. Je dis comment ça se fait? Donc, je vais dans l'ordinateur. Ah, oui. J'avais la chance parce que en 2016, j'ai eu mon premier Facebook. Je me Ah rappelle. ouais. Ça commençait un peu Facebook en 2005, ouais. Ça 2016, commençait. attention. Ah, 2016. Mon premier, je parle de mon Putain. premier. Ah, 2016, ouais. Ouais. Putain. J'étais pas encore dans les réseaux sociaux. Ce qui je connaissais. Bah, au moins, t'étais dans le donjon, t'étais karaté, 100% karaté, J'étais- t'étais focus sur ton Ouais, il y avait objectif. Facebook, mais je faisais pas SNS. Hein, Ouais. Donc Putain. j'ai commencé à rentrer dans le groupe bodybuilding et tout. Ouais. Il y avait un groupe japonais, Best Body Japan, où je suis entré, j'ai vu les règles, comment faire pour réduire le taux de graisse et tout. J'ai tout juste respecté. Mais quand tu préparais ta préparation, tu regardais les japonais, tu regardais pas les youtubeurs, les vidéos en français ou anglais? Non, rien du tout. Je regardais que les japonais. Que les trucs japonais. Ouais. Ah, c'est marrant. Et tu te dis, tu t'es pas dit, bon, moi je suis noir, c'est pas la même chose pour moi. La préparation. Une préparation pour les japonais, ça peut pas être adapté à mon corps. Il est bien vrai, je regardais les YouTube des étrangers. Ouais. Puisque j'ai eu, quand j'ai commencé à, tu sais, avec le keyword, dès que tu mets le keyword, Ouais. tu vois, la recommandation, ça vient partout. C'est la première fois que je me suis rendu compte qu'il y avait AFBB, il y avait tous ces grosses, tu vois, compétitions Exactement. Ouais. de bodybuilding. Donc j'ai regardé comment les mecs travaillaient et tout. Mais il y avait la réalité. La réalité, ce qui fait que c'est que dans mes alentours, j'étais au Japon Ouais. et je devais faire un staging japonais avec des japonais. Surtout que même au niveau des compléments alimentaires, tu pouvais pas Voilà, trouver ce que tu voyais en vidéo. Dès et que je tout. voyais des trucs, que je vais au supermarché, je vois que des trucs japonais. Ouais, Donc, exactement. il fallait que je reste avec ce que les japonais font pour maigrir. Ils me disent mange du Exactement. natto, mange des brocolis, Ouais. et voilà, de la dinde et du riz et tout. Donc j'ai aussi copié des trucs comme ça. Et voilà, ça devient intéressant parce que mon premier staging, je fais 2e place. 2e place, direct. Et le premier, c'était un français. Putain, le premier c'était un Ouais. français. Mais c'était un. Steve.
C'est Tu dois connaître Steve. C'est un mec, il a aussi là une histoire à raconter. Ok, bah j'irai l'interviewer aussi. Ouais, c'est un Martiniquais, mais français. Ah, en plus, c'est un noir en plus aussi. Ah ouais. Donc les gens, ils devaient être choqués. Ah non, attends. Les gars, vous êtes venus, vous avez tout explosé. Attends, que je te dise. Ouais. La manière, donc, les deux mecs, ils me disent, tu seras tôt, parce que là, on n'aura jamais vu de ton genre. Ouais. Donc, je me rappelle, ma fille, elle venait d'être née. Ma fille avait peut-être 3-6 mois, quelque chose. Ouais. Donc, je me présente à la compète avec mon épouse et ma fille et tout. Ouais. Et voilà, comme j'arrive avec toute la confidence. Ouais. Et là, voilà. tu vois, d'abord, quand j'ai pris le pamphlet des compétiteurs, il y a un frérot. Ouais, et puis, ça va être compliqué. Et puis, c'est écrit son palmarès, il a 3 ans d'expérience. Attends. Voilà, Stivo, c'est quoi? C'est un mec à moi. Donc, Stivo prend la première place et je prends la deuxième place. 2016. Mais il y avait un grand écart entre toi et lui, quand même? Non, pas tellement. On Okay. avait peut-être 6 points de différence. 6 points, pas plus. Donc voilà, avec Best Body Japon, la compétition d'août, si tu es parmi les 3 premiers, tu avais le ticket pour le championnat national. Ok. Ce qui fait que comme je suis deuxième, je vais alors au championnat national qui devait se passer en octobre. Ça veut dire qu'on a 4 bouts. C'était court la préparation. Voilà, ça veut dire qu'en 6 mois, j'ai fait déjà une compétition nationale. Ouais. Donc je me retrouve à la compétition, bien sûr avec Stivo. Et puis je me dis, voilà, c'est le combat entre moi et Stivo. Mais vous êtes mis ensemble. Comment vous êtes pas associés? Vous n'êtes pas dit, vas-y, on se prépare ensemble? Non, on a travaillé ensemble, on est devenus potos. Et puis jusqu'à présent, on a toujours le contact, on travaille souvent ensemble. Ouais, donc j'arrive, j'ai dit, voilà, la finale, c'est moi et Stivo. Alors on va travailler et puis on va aller montrer le quoi est capable. On arrive, il y a un Japonais qui il a fait ça toute sa vie. Ouais. Qui arrive, il prend la première place. Ouais. Moi, je prends la deuxième place. Ah ouais? T'as réussi à rattraper le retard. Si le bâtard là, il n'était pas là, bon, je prenais premier championnat national, je prenais, Bon, voilà, comme ça, donc 2017, je prends deuxième place au championnat national. 2018, je prends première place. Voilà, c'est lui-là, Grand Prix, Best Body Japon. C'est écrit en japonais quand même, je sais pas si. Ça, c'est Best Physique. Ouais. Grand Prix, 2017. Putain. Ça veut dire que j'ai fait mon entrée 2016. 2017, je prends première place. Première place. En un an de muscu à la salle. Mais dans le temps, il est aussi bien vrai. Best Body, c'était quoi? C'était le top des championnats de bodybuilding. De bodybuilding, au Japon. Putain, il devait être fou. Tu commences le bodybuilding, en un an, déjà 3 mois après, t'es deuxième. Voilà. Après, deuxième en truc national. Et l'année d'après, t'es premier. Ouais, sans jambes. Sans jambes. En plus, ah oui, tu t'as fait pas les jambes en plus. Moi, jambes, c'est très mince. Pourquoi? Avec Best Body, c'est quoi? C'est physique. Ça veut dire qu'on ne montre pas les jambes. Généralement, à Best comme en musculature, avec tu vois, des slips et tout, il faut avoir les jambes. Donc, c'est pourquoi que cette catégorie-là, les gars m'ont dit, mais si t'es blessé, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin de tes jambes. Tu sauf. Et puis, donc, c'est que le torse. Donc, c'est ça qui m'a avantagé. Donc après, je me dis, voilà, il faut faire quelque chose de plus. Donc quand je prends le championnat national, c'est là où j'avais un monsieur, un ami à moi, qui avait eu l'habitude de me donner des travaux de télé, des travaux de bodyguard et tout. On s'est vu après presque 6 ans, quelquefois comme ça par hasard, par Pongi. Qu'est-ce que tu es devenu toi? Viens dans mon bureau, on va parler. Donc j'arrive dans son bureau après, et puis voilà. Le karaté, voilà, c'est que ça n'avait pas marché. Et puis je suis blessé depuis. Dès lors, je faisais déjà des cours. Les gens m'appelaient, viens m'entraîner et tout. Je suis incertain. Bah oui, je suis incertain. Comment t'as fait en 3 mois? Bah après, comment t'as fait? Mais est-ce que tu penses que la génétique, ça a joué quand même? Ta génétique? La génétique. Est-ce que tu avais vraiment une diète de fou comparé aux Japonais? Parce que moi, je trouve, moi je me suis déjà entraîné à la salle avec des Japonais. Je trouve que. Je critique pas, c'est juste un constat. Je trouve que ils sont sérieux. Moi, je trouve qu'ils font bien sérieux. Ils prennent des compléments alimentaires et tout ça. Mais je trouve que leur sérieux, ça donne pas des résultats à la hauteur de leur sérieux. Est-ce que tu penses que toi, t'as été sérieux dans tes premières compétitions et tout ça, ou il y a quand même beaucoup de génétique qui ça a joué? La génétique, ça a joué, parce que c'est bizarre que le premier ce soit un noir et toi aussi t'es le deuxième un noir. Donc tu penses que la génétique, ça joue ou pas? Déjà, les gens se disent, voilà, c'est un truc pour les noirs, parce qu'ils ont la génétique. Voilà, il va falloir que je mette ça pas à pas pour qu'on comprenne. La génétique, elle est là, elle est bien vraie. Les blacks, on a une carrure musculature, c'est naturel.
Mais la génétique à elle seule. Prends un exemple très facile. Je vais rentrer dans le football. C'est un domaine que je ne me connais pas, je me connais pas trop dessus. Ouais, mais je vais parler du football. Ronaldinho, s'il faut parler de génétique, c'est quelqu'un qui est né avec le football. Mais est-ce que Ronaldinho a travaillé trop dur pour garder sa carrière? Non. Mais ça me fait penser à, je pense que tu as dû l'avoir, hein, Eto'o-Fils. Il l'a dit, il a parlé par rapport à ça. Voilà. Eto'o-Fils l'avait dit. Si tu ne t'entraînes pas, la génétique, c'est quelque chose qui te dit, voilà, c'est fait pour toi. Vas-y. Mais il te reste à mettre un dur labeur là-dessus pour en faire une carrière. Je pense que j'ai eu des génétiques de bodybuilding que je n'avais jamais remarqué. Moi, je ne faisais que du karaté. Mais je me rends compte que, parce que j'ai fait du karaté à sang et à froid pendant toute ma vie, j'avais une carrure de sportif, une carrure d'athlète. Si je n'avais rien fait, je ne pouvais pas remporter un championnat en 2 mois. Parce que je suis blanc. Ouais. Je ne crois pas. Non, c'est impossible. Non, c'est impossible. Je vais prendre un exemple très facile. Depuis que Best Body, j'ai laissé Best Body et que j'ai fait des compétitions NPC, c'est des trucs qui viennent de l'Amérique, c'est des trucs niveau supérieur où tu vas compétir avec des gars qui s'injectent tous les jours. Moi, je ne gagne pas. Non. Parce que je travaille naturellement. C'est pas facile. Mais j'ai les génétiques. Donc, il y a la génétique, mais aussi il y a la passion pour ce que tu fais. Il y a ce dur labeur là, que tu travailles pour improver, pour mettre à pile et à point les génétiques que tu as. Ouais, je sais qu'il y a la génétique, pourquoi? Parce que si je mets un peu de dur labeur, j'ai des résultats. Voilà, comme tu l'as dit tantôt, avec les Japonais qui travaillent 10 fois plus dur que ce que j'ai fait, qui sont rigides et qui sont sérieux sur leur alimentation, qui ne mangent que de la dingue de 24 sur 24, mais qui m'en veut encore me dire, comment est-ce qu'on va faire pour être comme toi? Ouais, mais ça c'est bien. C'est quoi? On va rebondir sur une question. Ça, c'est un pote à moi qui me l'a posé ces questions, qui est aussi dans le bodybuilding. Il m'a dit une question. Comment est perçu le bodybuilding au Japon? Au Japon. En général, comment les gens ils te perçoivent? Ils aiment les muscles, ils aiment. Comment ils te perçoivent? Ouais, c'est une très belle question et je pense que je suis très bien placé pour la répondre. Je me rappelle mes débuts au Japon, comme je disais tantôt, j'ai toujours été costaud. Donc, dans les années 2000, au Japon, c'était différent. Le Japon n'avait pas encore cet amour pour le fitness. Ils ne connaissaient pas ce qu'est le fitness. Je me rappelle le prototype de garçon au Japon, c'était très mince, les cheveux très longs. Ça veut dire que tout ce qui était costaud était gay. C'était homo. Non, là. C'est vrai. Tout ce qui était costaud était homo. Si tu étais japonais, tu dis, tu t'es entraîné, t'as joué, t'es avec les autres là déjà. Ah ouais? Ouais, si tu t'entraînes, si tu muscles dans le Japon dans les années 2000, c'était perçu de la sorte. Ouais, t'étais homo, tu veux devenir homo. Ouais. Ce qui fait que le bodybuilding, c'était un truc d'homo dans le temps. Voilà, 2013, 2014, 2015, les choses ont changé. Il y a la Corée déjà. Ah, la Corée, ils ont le service militaire et tout. Ouais. Ce qui fait que il y a aussi Hollywood qui a commencé à produire tu vois, des femmes avec des carrures physiques et tout. Ce qui fait que les choses ont changé. Et actuellement, de nos jours au Japon, comparément au reste du monde, le fitness, c'est un booming. Ouais. Ça veut dire que les Japonais sont fous du muscle. Le bodybuilding, même ceux qui ne peuvent pas, aimeront. Moi, je suis sur TikTok, 24 sur 24, je sais de quoi je parle. Et tu sais, TikTok, c'est un truc de jeunes, c'est un truc d'adolescents. À leur âge, collégien, élémentaire, c'est avoir des muscles. Ce qui fait que je ne sais pas combien ça va durer, mais pour le moment au Japon, le fitness, c'est le top. C'est le top des tops. Ouais. Ok. Mais ça, je l'avais remarqué. Mais là, toi, tu es vraiment dedans. Ouais. Là, tu confirmes ce que je dis. J'ai remarqué que quand même, ils sont à fond dans le fitness. Vraiment à fond. À fond. Donc tu penses que maintenant, les Japonais, ils aiment les hommes musclés, ça c'est sûr et certain. Ils aiment les hommes musclés, si je peux le dire. C'est déjà quoi, japonaise? Non, on reste poli, on n'est pas dans ce truc-là. Okay. Tu vois, moi je suis pas grosse masse comparé à toi, je suis truc, mais pour les Japonais, je suis déjà une grosse masse. Tu vois ce que je veux dire? Donc je sais, par rapport à ça, non, mais en général, il n'y a personne qui va te dire, oh, j'aime pas les muscles. Non, je blaguais, que ça soit femme, homme. Ok. Il y a un niveau de muscle où généralement même c'est les hommes qui viennent vers toi parce que là,
Déjà à mon niveau. Bon, moi, je vais te dire un truc. Moi, quand je m'entraînais beaucoup, là, j'ai un peu arrêté. Tu sais, ceux qui me faisaient des compliments, c'était plus les hommes que les femmes. Ouais. C'était plus les hommes que les femmes. C'est plus les hommes, ils disent comment tu fais pour t'entraîner, qu'est-ce que tu aimaient. manges, truc. Les hommes, ils posent des questions techniques. Hein. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que les femmes aiment les hommes musclés déjà au Japon. C'est pas comme avant. C'est pour ça que tous les hommes maintenant, ils savent que pour avoir une bonne carré, il faut avoir une bonne carré, il faut avoir du muscle, il faut avoir des muscles. Il y a des japonaises qui vont te dire, ben, if you don't work now, tu t'entraînes là, le ventre là, non. Ouais. C'est pour ça que les hommes vont venir maintenant vers des gens comme moi, tu vois, qui travaillent sérieusement, qui gèrent l'alimentation, qui vont donner des questions pour comment tu fais pour perdre du poids, comment tu fais pour avoir les gros bras, comment tu fais pour avoir la grosse poitrine et tout. C'est vrai, moi j'ai vu des trucs choquants des fois à la salle. Moi des fois à la salle, moi j'allais à Anytime, des fois je voyais des salaryman à une tête comme ça, ils tombaient le t-shirt, frère, les bras comme ça. Après ça chiquait un peu, c'est sûr, mais ça me choque en fait. Parce que les gens, ils ont pas l'air, mais c'est ouf, c'est dingue. La motivation. Et comment tu penses que tu sais, c'est un peu une question un peu similaire, mais comment tu penses que le culturisme, parce que là je pense que le culturisme aussi, il y a un boom. Parce que moi j'en ai croisé dans les plages des gens, des costauds, des japonais. Comment tu penses que c'est arrivé le culturisme au Japon, le bodybuilding au Japon? Comment c'est arrivé? Moi je peux dire que déjà au Japon, c'est quoi? C'est que la culture japonaise, c'est une culture très restreinte. Le Japon est resté fermé pour longtemps, ce qui fait qu'ils ont travaillé très dur de telle sorte qu'ils n'en veulent rien du reste du monde. Ouais, fermer le reste du monde, ils s'en foutent. Mais avec le temps, les Japonais essayent, tu vois, de rester à la hauteur parce que les idées changent. Les nouvelles générations, ils veulent, voilà, c'est Hollywood. Tu vois, ils essaient de garder la culture internationale. Ouais, c'est pas comme l'ancien japonais n'avait rien à foutre avec. Ouais, il s'en fout que t'es carrément. Ouais. Ils savaient qu'on a perdu la guerre, on va construire notre petit monde ici et on va y vivre. Mais la nouvelle génération, voilà, ils ont la mort du rap, basketball et tout. Ce qui fait que les Japonais, pour rester à la hauteur des avancées de la culture internationale, c'est quoi? Ils font tout ce que l'Amérique fait. Ils essayent de copier. Voilà. Et aussi qu'en Asie, ils aiment être au top. Ils aiment être au top, les Japonais. Ouais. Le culturisme, c'est quoi? C'est que le problème avec le culturisme, c'est qu'ils n'ont pas le service militaire. Moi, je peux dire que c'est la Corée qui a donné cette envie-là aux Japonais de travailler plus dans la musculature. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où la culture, je parle plus au domaine de musique, la musique coréenne a beaucoup influencé le Japon. Où les Japonais ils appellent ça le K-pop. Et que tous les K-pop, tous les artistes K-pop avaient une carrure. Ils n'étaient pas minces avec des cheveux longs. Ils étaient vraiment baraqués là. Très mignons, mais vraiment baraqués. Des gars qui travaillent, qui avaient des six-packs et tout. À ce moment-là, que les femmes japonaises qui vraiment déjà étaient en love avec la culture de la Corée, ils se sont dit, mais ces gars, ils sont mignons avec le carré physique. Moi, il me dit que voilà, c'est à ce niveau-là que le culturisme est rentré au Japon. Parce que déjà, ils perdaient par rapport à la Corée. Ouais, non, pas la Corée quand même. Ils peuvent pas, voilà. Ils acceptent pas. Ils peuvent perdre contre l'Europe, mais la Corée, non, jamais. Ils ont toujours copié l'Amérique, ils ont toujours copié les Européens, mais ils n'ont pas voulu, tu vois, compétir. Parce qu'ils se disent que non, il n'y a rien à faire. Avec l'étranger, avec les blacks, avec les whites. Mais quand les Asiatiques, s'il faut qu'ils perdent, ils disent non. Surtout que moi, j'ai vu, il y a un bodybuilder qui a fait le buzz en plus en Corée. Chunsoon. Je pense que lui, ça jouait beaucoup. Je pense que lui, ça jouait beaucoup même sur la fierté des... Parce qu'au Japon, ils n'avaient pas trop des... Comme ils ont voulu, ok, si un Coréen peut devenir comme ça, les Japonais lui aussi. Voilà. Et surtout que Chunsoon aux États-Unis, il était vraiment populaire. Putain, c'est... Donc il y a d'abord l'influence du K-pop. Et que tous les artistes K-pop, ils font ça muscu. Putain, c'est dingue. Attends, j'ai trop posé notre question. Bon, donc toi, tu connais bien. C'est bien, on parle des hommes et des femmes. Ça, c'est une question vraiment, là, je pense que là, tu vas y répondre. Parce que je pense que tu connais très très bien ce domaine-là. Bon, il y a des culturistes, femmes, déjà. Il y a des femmes qui font du bodybuilding. Oui. Et ça risque quand même d'être plus que les hommes. Ah ouais? Ok. Full stop.
80% de mes clients, c'est des femmes. Ok, donc moi j'ai une question pour les femmes. Question importante pour les femmes. Ouais. Parce que moi, ce qui m'a choqué le plus, Ouais. je pense que si toi tu as vécu aussi au Cameroun, en France et tout ça, Ouais. tu sais comment sont les femmes africaines, Ouais. tu connais l'épaisseur de chez nous. Que penses-tu au sujet japonaises? Parce que beaucoup de gens disent que les japonaises, ils n'ont pas de forme. Les japonaises, elles n'ont pas de fesses, elles n'ont pas de seins, elles sont pas épaisses. Est-ce que tu penses que sur ce côté-là, qu'est-ce qui fait que les japonaises n'ont pas de forme? C'est génétique ou c'est parce qu'elles s'entraînent mal ou c'est pas à cause de la nourriture? Non, c'est génétique. C'est génétique? Ouais, c'est génétique. Tu peux rien faire. Même si une japonaise s'entraînera comme une noire, elle n'arrivera pas à avoir des fesses comme une noire, elle n'arrivera pas à avoir de... Il va falloir qu'à la base... Ouais, parce qu'il y a... Attends. Il est bien vrai, comme j'ai dit, c'est génétique. Mais avec le temps, avec le fil de temps, la carrure japonaise change. Je me rappelle, il y a de cela 20 ans, les Japonais et les Japonaises que je rencontre de plus en plus, les jeunes générations, je veux dire les adolescents, ont des fonds plus différents que l'idée avant que je n'arrive au Japon. Voilà, et tu vas voir des garçons, tu vas voir des filles là, moins de 18 ans, je veux dire 15 ans, vraiment mineurs, avec des chaussures de 30 cm. Déjà, c'est des choses qui étaient impossibles il y a de cela 20 ans, cela 40 ans. Ça veut dire que des choses changent. Quand on a parlé de fitness, il y a des Japonais vraiment avec les bras plus grosses que les miens. Des choses changent. Mais à la base, il y a encore cette génétique asiatique-là qui domine, surtout au niveau de la féminité. Ouais, c'est des gens faits avec une petite carrure musculaire, une petite carrure squelettique aussi. Ce qui fait que quand la carrure squelettique est déjà très restreinte, la quantité de muscles aussi, ça affecte beaucoup. Ouais, ils ont une carrure squelettique déjà très restreinte par rapport au black, par rapport au blanc. Ce qui fait qu'il y a un taux limité de muscles qui peut s'y accroupir. Ouais, donc il y a la génétique, ce qui fait que quelles qu'en soient les méthodes naturelles mises en place pour travailler par une japonaise, ça ne pourra pas être la même chose qu'une carrure de black. C'est pas possible. Ouais, parce que tu as dû en avoir des clientes qui sont venues te demander moi je veux le voir le cul de Nicki Minaj, je veux avoir les trucs. Déjà que le cul de Nicki Minaj il n'est pas naturel. Oui, il n'est pas naturel, on sait, mais c'est déjà arrivé. Parce qu'ils ne savent pas forcément, ce qui est naturel ou pas. Ouais. Et que tu leur réponds quoi? Tu leur réponds on va essayer ou tu leur réponds honnêtement que ça va être compliqué? Avec moi, je suis très honnête. Ah. Ouais, que ça soit avec les femmes, que ça soit avec les hommes. Moi, je vais te dire, quel qu'en soit le même travail que tu vas faire comparable à The Rock, tu manges comme The Rock, tu ne seras jamais The Rock. The Rock, lui, il est unique. Ouais. Mais tu ne seras pas la même personne que tu es aujourd'hui. Voilà comment je réponds aux clients. Ça veut dire qu'il y aura quand même des improvisations, il y aura un changement, mais tu ne seras pas jamais la personne que tu me montres là, parce que je sens ton il y a un gars qui est arrivé avec la photo de The Rock. Je lui dis, mais quand tu veux t'entraîner, il me dit, oui, tu veux voir du lui, mais quel est ton modèle? Il me sort la photo de The Rock. Il va être comme Johnson. Bah, j'ai dit, voilà, c'est très impressionnant qu'il motive tellement de gens. Voilà, il est de vrai, il a un palmarès de fou. Voilà, prends le même palmarès, fais ce qu'il a fait. Mais après, mais The Rock, après, on a des doutes quand même, au niveau de... Voilà. Qui puisse se droguer ou pas, c'est pas ça. De toi, The Rock. Ouais, moi, comme je disais tantôt, je dis, parce qu'il faut le mettre sur les faits. Ouais, moi je n'aimerais parce que les Japonais ils sont très précis. T'as dit ça, tu l'as pas fait, mais tu m'avais dit que je faisais comme ça. Et c'est pour ça qu'au Japon c'est très dangereux d'assumer, tu vois, des trucs que tu pourras pas assumer. Donc moi j'ai dit à mes clients, voilà, tu ne seras jamais comme celui-ci. Je ne dis pas que tu ne seras jamais, c'est que c'est difficile. Mais tu ne seras pas la même personne que tu es là. Je te promets qu'il y aura des changements. Ça va dépendre de comment tu vas t'y mettre, de toute la détermination, de tous les sacrifices que tu vas faire. Et sans te donner la rassurer à 100%, sans te donner 100% de conviction que tu serais comme cette personne-ci. Parce que cette personne, elle est unique. Nous sommes tous différents. Regarde les Sindois, ils sont différents. Et il y a les génétiques aussi. Voilà. C'est des choses qu'ils comprennent même plus que nous. Les Japonais le savent. Ils savent que voilà, je ne serai pas comme un black. Donc il y a aussi des gens qui arrivent avec cette ignorance. Aussi, ils voient qu'avec les Japonais, le complexe, c'est surtout les fessiers. Avec les femmes. Ils ont ce complexe-là au niveau des fessiers. Ils n'ont pas de fesses comparément au black. Donc avec le fitness qui est en train de prendre une ampleur vraiment de fou.
Et tous ces gyms comme ça de fessiers qui ouvrent, il y a des gyms rien que pour les fessiers. Ah ouais, Je vais me lancer dedans, les gars. Voilà. Et ouais, c'est un truc de fou, là, parce que là... c'est ouf, ouais. Et dedans, il y a même des traîneurs comme ça que c'est pas naturel. Oui, comme je disais tantôt, il y a des Japonais vraiment qui sont nés avec une bonne fesse. Hein. Ah ouais? Ouais, tu vas te dire, mais les Japonaises, là. Ah ouais, c'est ma femme, elle est comme ça. Non, ma femme, ça va. Hein. Voilà. Moi, ma femme, je te montre ses photos, ça va. Voilà. Moi, je trouve, mais après, il y a une différence. C'est pour ça que je dis qu'il y a des Japonais. Moi, j'ai remarqué un truc par rapport à ma femme, c'est les cuisses. L'os, en fait. C'est l'os qui est gros. C'est l'ossature en fait. L'ossature est gros. Ouais. Et j'ai regardé son père. Et son père, j'ai regardé son père a aussi des gros mollets et des grosses. Ouais. Je pense que c'est dû aussi. Voilà. C'est la génétique. Ouais. La génétique. Mais c'est quand même pas comme une noire. C'est différent. C'est pas comme une noire. Ouais, ça c'est un autre. Donc comme je disais tantôt, des gens comme ça qui sont japonais mais qui ont quand même vois, des gabarits avec un fessier genre africain, genre, qui vont ouvrir des salles de sport et dire voilà, je travaille mon fessier, voilà, ça devient du scan. Ben oui, parce que les japonaises qui vont venir là, elles vont penser que bah elle est japonaise, donc nous on peut aussi. Donc on a travaillé. Donc non, en fait c'est. Voilà. Souvent que il y a des japonais que j'ai du mal à croire qui sont japonaises avec vraiment. Et comme au Japon maintenant, le fitness... Mais ils ne sont pas des chirurgies parce que moi je sais qu'en Europe maintenant de plus en plus de personnes font de la chirurgie et après ils disent que c'est naturel et tout plus, ça, ou ils disent qu'ils ont pris des prises de poids, mais je pense que ça commence aussi. Je voulais y en venir, et en plus il y a la chirurgie aussi. Ouais, il y a la chirurgie. Celles qui ont compris très vite que c'est pas facile, quelle qu'en soit la manière de travailler, surtout si elles savent qu'elles ont une génétique vraiment typiquement asiatique. Ouais. Qui ont donné tout ce qu'elles pouvaient dans le sport, ça n'a pas donné. Ouais. Bon, donc on le fait pour des besoins professionnels, donc pour des besoins personnels. Et tu penses qu'elle est commune la chirurgie des fesses? Il y a beaucoup de gens qui se font injecter des fesses, qui se font la chirurgie des fesses au Japon. T'arrives à les reconnaître? Au Japon, c'est pas encore assez expansé. Mais en Europe, oui, en Europe, c'est sûr. Je pense que tu vois sur Internet. Mais je connais deux quand même sur Instagram que j'ai eu à entraîner. Ouais. Et qui après, je dis mais. Et tu sais, t'es devenu comment là? Mais je sais que c'est la chirurgie quand même. Ouais. Ça commence. Ils vont en Corée là, ils se font ça comment? Ah, c'est en Corée, c'est déjà, ils sont déjà en avance même sur ça. En fait, en Corée, en Asie, la Corée en Asie, je pense qu'ils lancent souvent des modes. J'ai l'impression. Même la mode des chirurgies du visage et tout ça, je pense que c'est. En Corée, c'est la culture. Ouais. L'enfant gradué, université, diplôme, la récompense, c'est quoi? C'est fais-toi une chirurgie. Ouais. Putain, c'est dingue. Ouais. Franchement, c'est un truc de ouf. Est-ce qu'il est difficile au Japon de se trouver des produits dopants? Parce que moi, je pense qu'il y a des Japonais, clairement, moi j'en ai vu des Japonais qui je montrais, clairement, ils se piquent ou des trucs comme ça. Est-ce que c'est facile au Japon de se trouver des produits dopants? Je vais dire, parce que je compétis. Ouais. Il est bien vrai que je travaille 100% naturel, c'est avec l'esprit du boulot que je m'entraîne. Ouais. J'ai jamais eu ce complexe là de devenir costaud parce que j'ai été costaud toute ma vie. Ah, mais après, si tu as la génération de mes grands frères, moi je vais te dire un truc, mes grands frères, nous, à cette époque, même les compléments alimentaires, prot, c'était de la dope. Hein. Ouais, je rappelle que ma première commande de protéines, c'était quand j'ai fait Best Ball, c'était en 2016. Je n'avais jamais pris de trucs comme protéines et tout. Mais comme je compétis, je vais vous rassurer que déjà que pour NPC pour le moment, NPC c'est la fédération qui produit les licences AFBB au Japon. Ok. 80% de compétiteurs japonais qui font NPC sont dopés. Donc ça veut dire que c'est déjà très facile au Japon de se procurer. Il y a même des YouTubers japonais qui ne font que la publicité. Ouais, j'ai vu. J'ai vu comment il s'appelle sur la lunette là. Ils sont beaucoup. Il y a un autre, il appelle. Il a un gros bras là. Putain, il fait ça en direct. Hein. Ah ouais, C'est fou. Donc, mais c'est pas interdit par la loi. Au Japon, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Ouais, parce que je ne sais pas, c'est pas interdit, mais c'est tabou. C'est tabou. C'est qui fait que c'est dangereux parce qu'ils n'en parlent pas. J'ai une vidéo YouTube que j'ai fait, c'est celle même qui a boosté mon chaîne YouTube, où j'ai parlé de ça, c'était fou, on disait mais il parle de ça. Il est fou, ouais, mais moi ça m'énerve, moi je veux te dire un truc, moi ça m'énerve. Tu vois, moi ça m'énerve, en fait ils sont crédules quand même souvent, je suis désolé, je critique pas les Japonais, des fois ils sont crédules. Moi je sais que j'ai des potes japonais, putain mais à un moment ils me montraient Shunsun.
Il me dit, oh non, je lui dis, Chulsun, il est chargé. Il est chargé comme jamais. Il me dit, non, il est naturel. Il dit qu'il s'entraîne naturellement. Ouais. Mais c'est impossible, c'est impossible. Et t'as beau tout leur dire, ils pensent que t'es malade. Soit ils sont trop ignorants, soit ils sont trop soit ils sont trop avancés. Ouais. Et même des filles, elles me disent, ah, j'aime bien celui-là. Je vois, mais c'est pas possible, on peut pas, il est trop costaud. Ouais. Il est trop costaud, il est bien, mais il s'entraîne. C'est impossible. Et des fois, en fait, si tu rentres dedans, tu vas rentrer en conflit, après ils vont plus te parler. Effectivement. C'est quoi le problème en fait? J'arrive pas à savoir. C'est l'ignorance en fait. C'est l'ignorance. Parce que toute personne au Japon que je connais, c'est qui est intéressée au fitness, ouais. qui s'entraîne, qui a pris de la peine de s'entraîner, ouais. et qui a essayé une alimentation saine pour pouvoir changer, tu vois, la transformation physique et tout. C'est déjà qu'il y a un niveau de musculature, il y a un niveau de carré musculaire que ça ne peut recouvrir que de doping et tout. Ouais. J'ai fait des compètes où il y a des gars qui ont commencé, que j'ai entraîné, ouais. qui venaient me dire, voilà, montre-moi comment faire des bras et tout, ouais. que je ne peux pas compétir avec eux parce qu'ils sont débuts. Je ne parle déjà japonais. Je connais 2 ou 3 que j'ai entraînés, mais je n'ai plus le niveau. Parce qu'ils ont changé en moins d'1 an. Et tu sais, c'est sûr et certain. Oui, mais sûr et certain parce que... Tu peux pas changer comme ça assez vite. Ouais, ça change. Ils font tout pour le Japon. Ils font le Shinso. Parce que tu vois le Shinso, ici c'est injecte. Ah, le Synthol. Ouais, le Synthol. Ouais. Putain. Ouais. Mais du physique, il y en a 3 ou 4. Il y a un groupe là, au Japon, c'est de ça qu'ils font. Et le problème, quoi, avec le Synthol, c'est qu'avec AFBB, ils savent déjà. Ouais. Parce que ça se voit. Mais ils font pas de tests de dopage et tout ça. C'est ça le problème. Au Japon, ils font pas ça. Ouais, c'est pour ça que ma prochaine compétition, puisqu'au départ, je m'étais dit, si j'ai assez génétique et que je peux travailler assez fort, je pouvais faire AFBB. Ouais, c'est impossible avec BB. Je peux prendre la carte pro. Ouais. Mais prendre une carte pro, je ne peux pas gagner une compétition, ça ne sert à rien. Parce que là, quand tu vas professionnel level, c'est des bourrés. Ouais. Ils sont tout bourrés. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce qu'en France, toi tu le dis honnêtement, en France, je sais pas si tu as regardé, moi je connais bien le fitness, YouTube Fitness français, je connais très bien, ils ont peur de dire ce que tu dis là. Ils sont en mode non, mais non, on est tous naturels, bibi, truc. Alors, ce n'est pas une question de peur, c'est une question de perdre, tu vois, le dur labeur. Je sais qu'il y a un dur labeur. Ouais, mais de toute façon, il y a toujours un dur labeur. Donc les gens veulent juste te dire que c'est mon dur labeur. Ouais, c'est tout ce que j'aime. C'est pour ça que moi, je me suis dit, si j'avais un coach de temps, j'aurais dû faire mon karaté. Parce qu'au karaté, tu ne peux pas tricher. Ouais, tu peux pas tricher, c'est la technique. Ou tu me knock down, ou je te knock down. Voilà. Là, on monte un podium et puis on montre les muscles. Et puis tu ne diras pas tel naturel, tel n'est pas. Ouais. Donc on a fait tout un dur labeur pour arriver là où on est. Il est bien vrai qu'on a pris un chemin différent. Mais donc c'est une question de, ils ne veulent pas perdre toute cette bravoure là. Tu dis qu'on a travaillé très dur. Mais ils travaillent très dur et tout. Moi je dis ça dans ma chaîne YouTube. Je dis que tu peux faire ça si tu es compétiteur et que tu le fais pour une vision, c'est normal. Mais quand tu entraînes les gens, en tant que coach, moi j'ai dit non, il y a des gens qui viennent chez toi là parce qu'ils croient en ton dur labeur. Exactement. Alors que tu n'as pas eu ce que tu as, rien que par rapport au dur labeur. Ben, il est bien vrai de dire la vérité quand même. C'est ça qui a fait que j'ai une vidéo qui a... Mais ça, tu sais que tu l'as fait la vidéo en français, elle va buzzer aussi. Hein. En France, ils n'aiment pas. Fais-la en français aussi, elle va buzzer. Les gens, ils vont t'envoyer des messages, ils vont te dire pourquoi tu dis ça, pourquoi. Non, je vais te dire un truc. Moi, j'ai mon pote. J'ai un pote à Marvel Fitness, il s'appelle. Je connais Marvel Fitness. C'est mon pote. Il est allé en prison parce qu'il disait la vérité. Il a été en prison. Mon pote Marvel Fitness, il a été en prison. Comment ça? Il a été emprisonné. Il a fait 6 mois de prison parce qu'il a dit la vérité. Parce qu'il a dit sur YouTube, un tel est dopé, un tel se charge. Il a pointé. Cette fille, elle prend des produits, cette fille, elle n'est pas naturelle. C'est pas cool quand même. En prison, tu t'imagines, prison ferme. Non, c'est pas cool quand même de pointer parce que tu indexes, c'est comme si tu... c'est une trahison. Mais est-ce que tu penses qu'en prison, au Japon, tu prends en prison? Non, ça ne mérite pas la prison. Au Japon, tu n'iras pas en prison pour ça? Non, pour rien. Ok. Attends, 2 secondes, on va revenir, je change de batterie.